Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Il était une fois en Chine. Mais non pas Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Chine. Il était une fois en Chine où Wong Fei-hong, de son titre original, fait partie des plus beaux films de Kung Fu. Pour bien comprendre le succès de cette saga, il faut commencer par ce qu'il y avait avant ce film. Bruce Lee avait été l'étincelle dans l'industrie du film de kung-fu hongkongais, s'imposant par son charisme et un style unique dont il était le seul représentant. Peu importe le film dans lequel il apparut, tout le monde s'attendait à le voir lui tel qu'il était, avec ses mimiques, ses gestes et son cri. Il jouait son rôle un peu comme Louis de Funès jouait le sien. L'histoire et les dialogues dans ces films n'avaient d'ailleurs pas une place très importante, comme il le disait lui, il faut réduire les dialogues au minimum pour laisser place à l'action et au combat. Picture is motion. Yeah. You gotta keep the dialogue down to the minimum. Un concept qui restera d'ailleurs pendant longtemps une base pour les films de kung-fu, même si ceux-ci évoluaient vers la comédie, comme nous avait si bien habitué Jackie Chan ou Sammo Hung, pour finalement devenir des films d'action mêlant combat et cascade. Sorti début des années 90, Il était une fois en Chine revient donc sur un genre plutôt mis de côté dans le cinéma de Hong Kong, surtout avec l'apogée des films de triade à la John Woo depuis les années 80. C'est donc entre Jackie Chan et Chow Yun-fat que Jet Li devra trouver sa place. Produit et réalisé par Tsui Hark, il décide de remettre l'histoire et surtout l'époque au premier plan en reprenant une figure historique, Wong Fei-hong, un héros chinois maître de kung-fu, ayant vécu cette époque de transition aussi bien politique que culturelle. Le but du film n'était donc pas d'en faire une biographie, mais plutôt de refaçonner ce personnage pour en faire un héros tout en gardant la réalité de l'époque. Wong Fei-hong n'a d'ailleurs pas toujours été celui qu'on s'imagine aujourd'hui, interprété pour la première fois en 1940 par l'acteur Kwon Tak-in dans une série télévisée qui en 40 ans d'existence comptera près de 130 épisodes. Wong Fei-hong était bien loin de ce héros athlétique qui peut mettre à terre 10 hommes d'un coup sans une égratignure. On peut vraiment voir la différence dans la représentation du personnage et dont les combats n'étaient apparemment pas une priorité. Il paraît clair que l'image qu'on se fait de Wong Fei-hong revient inévitablement à la prestation de Jet Li, qui deviendra la figure emblématique incontestée, même après la reprise du rôle par d'autres acteurs jusqu'à aujourd'hui. Jet Li arrive à se fondre dans le personnage et réussit à s'approprier le rôle sans prendre le dessus, comme on peut s'attendre en regardant un Jackie Chan ou un Bruce Lee. La série comptera en tout 6 films, avec un changement d'acteur à partir du 4e film pour revenir avec Jet Li dans le dernier volet. Cela dit, je me limiterai à la première trilogie qui est selon moi la plus révélatrice du succès de ces films. La série retrace le parcours de Dr. Wong qui découvre au fur et à mesure les turbulences que traverse son pays. En partant de sa ville natale Foshan, en passant par Canton jusqu'à la capitale impériale de Pékin. Sa notoriété sans limite résonne où qu'il aille, et bien que son nom fasse trembler la plupart de ses adversaires, il en attire aussi les plus virulents. Même s'il essaie le plus souvent d'éviter le combat, la fougue de ses disciples l'oblige à se mêler à quelques altercations, ce qui attire le regard des autorités méprisantes envers ce qu'il incarne et voit dans le kung-fu une pratique barbare dépassée. Sans cesse remis à l'épreuve face aux armes, notamment avec Kim la chemise de fer ou la secte du Lotus Blanc qui se pense invincible face aux armes, cet art ancestral essaie tant bien que mal de trouver sa place dans une époque régie par la poudre à canon. Wong Fei-hong est d'ailleurs là pour en rappeler ses valeurs, dont la pratique n'a pour but principal de détruire, mais de se forger un esprit sain dans un corps sain et de porter secours à qui besoin. On retrouve cet état d'esprit lors des combats dont les ennemis peuvent devenir des amis. Il essaie toujours d'éviter les confrontations qui, même engagées dans le combat, frappent pour dissuader plutôt que de terrasser. Mais bon, jusqu'à un certain degré quand même. Dans la série, Wong Fei-hong est à l'image du héros exemplaire issu de la culture traditionnelle chinoise. Discret envers ses sentiments, surtout en amour, strict avec ses disciples mais aussi attentionné qu'un père,
toujours droit et juste en évitant les affrontements autant que possible, mais aussi dévastateur dans les moments les plus critiques. Ancré dans ses habitudes ancestrales, il est sans cesse bousculé par Xiuquan qu'il nomme 13e tante revenue d'Angleterre pour trouver un mari, entre autres lui-même, et qui essaie tant bien que mal de l'initier à la mode occidentale. L'interaction entre les deux personnages et les réactions de Féron apportent un côté humoristique au film pour contrebalancer la réalité de cette époque chaotique. Ces films reprennent donc bien le nom de Wong Fei-hong dans une fiction dont le contexte historique bien réel devient le fil conducteur de la narration. On se retrouve fin du 19e à la fin de l'Empire Qing, dynastie mandchoue qui sera la dernière avant la République de Chine de 1911. Époque très tendue en Chine entre l'emprise des Mandchous sur les Han et les forces occidentales qui essaient de tirer profit d'un marché gigantesque. Évidemment, tout ça n'est pas si simple, mais j'ai trouvé que ces films traitent ces sujets objectivement sans faire d'amalgame, tout en restant sobre pour pouvoir se concentrer sur le récit de Wong Fei-hong. On peut donc voir la barbarie des flottes occidentales, mais aussi la rencontre avec l'Occident qui amène tout de même de nouvelles connaissances, comme la science, une médecine différente, la religion catholique et de nouveaux régimes politiques qui trouveront leurs adeptes et leurs opposants. Ces films reflètent très bien ces conflits internes entre le peuple qui subit, les bandits locaux qui font la loi, puis en reprenant une organisation ayant réellement existé, la secte du Lotus Blanc, qui renie absolument tout ce qui vient de l'Occident et n'y voit qu'un démon à abattre. D'autre part, les révolutionnaires qui voient dans ces nouvelles connaissances occidentales la solution pour sauver le pays, délaissé et vendu par les autorités qui n'y voient que leur intérêt. Le deuxième film fait d'ailleurs apparaître ce révolutionnaire mystérieux qui n'est autre que Sun Yat-sen, futur père de la République de Chine. Pour contraster cette époque d'une culture millénaire en déclin, ces films en révèlent aussi sa beauté, en nous immergeant dans cette Chine traditionnelle au décor magnifique avec un condensé de cultures telles que la danse du lion, l'opéra chinois, la médecine chinoise, et puis un certain art de vivre qui, rajouté au combat, nous régale tout du long. Wong Fei-hong est à l'origine pratiquant d'un style de kung-fu du sud de la Chine, le Honggar, qui disons est un style plutôt terre-à-terre avec une préférence particulière pour les techniques de bras plutôt que les coups de pied. Cela dit, parmi les récits épiques de Dr Wong, il était connu pour son coup de pied plus rapide que son ombre. Partant de là, le style souple, rapide et virevoltant de Jet Li ne pouvait pas mieux tomber, même si celui-ci pratiquait le kung-fu wushu, un style du Nord qui mélange plusieurs styles pour un rendu particulièrement esthétique. Résultat, ça marche et le rôle lui va à merveille. C'est simple, Wong Fei-hong a vraiment la classe. Ses entrées sont toujours spectaculaires, il arrive toujours au bon moment au son d'une musique devenue classique et sûrement aussi connue en Asie que la musique de Rocky en Occident. Le nombre d'attaquants n'est pas vraiment un souci pour lui qui se sert à peine de ses mains et règle tout avec ses coups de pied qui partent dans tous les sens sans jamais oublier sa pose finale supposée de narguer ses adversaires. Il y a toujours ce côté élégant quand il se bat, sa garde est majestueuse, ses coups de pied rapides et précis, sa longue tunique donne au mouvement un style très esthétique d'une fluidité digne d'un ballet et réussit toujours à finir le combat sans une égratignure. On retrouve bien le style Made in Hong Kong et ses cascadeurs prêts à tout pour un rendu à couper le souffle. Il y a un travail de maître dans les décors et la mise en scène des combats qui s'accordent parfaitement entre eux et donnent un résultat dépassant largement le stade de simple chorégraphie. L'ambiance de la scène est tout aussi primordiale, on se retrouve dans des arènes toujours différentes, souvent au milieu de la foule en pleine rue, loin de ce qu'on pouvait voir avant où les combats étaient le plus souvent dans des lieux déserts. Ici tout se place dans la vie du quotidien, ce qui implique des décors et un public qui se mêlent aux scènes de combat. L'effet dynamique s'y ajoute avec des scènes parfois accompagnées de feu, sous la pluie ou dans les bourrasques de vent. Les objets font partie de la cinématique, deviennent des armes, ils sont projetés, se brisent, se déchirent et mesurent l'intensité du combat. Regardez juste ces scènes, il n'y a pas de fond vert avec des acteurs qui se battent dans le vide, tous les éléments font partie de la scène qui requiert un timing et une synchronisation hors du commun. Surtout quand on sait que le tournage pour chaque film prenait à peine un an avec des budgets extrêmement limités. Un savoir-faire signé Tsui-Hark, pionnier du genre qui avait été le premier à expérimenter les effets spéciaux à Hong Kong dans son film Zoo, les guerriers de la montagne magique,
qu'il reprendra dans Il était une fois en Chine sans pour autant en abuser. Le but n'étant pas de combler une insuffisance technique des acteurs, mais vraiment de rajouter de l'action au duel. Chaque film offre des combats différents, toujours en essayant d'apporter quelque chose de nouveau. Entre les duels en 1 contre 1, les batailles à plusieurs et plus particulièrement dans le 3e film, les duels de danse du lion. Sérieusement, il suffit de voir les films de la même époque outre-Atlantique pour s'apercevoir à quel point c'était d'un autre niveau. Les effets spéciaux du film n'enlèvent rien à la qualité technique des acteurs. Jet Li en paiera d'ailleurs le prix, blessé lors du tournage de la scène du combat d'échelle à la fin du premier volet. Il devra être doublé par le cascadeur Hong Yang-yen, lui-même acteur dans la danse du lion en tant que pied du diable et doubleur notamment de Yan Shi-kwan alias la chemise de fer. Pas très connu du grand public, on lui doit pourtant toutes les scènes aériennes trop dangereuses de Jet Li, notamment celle du combat contre Yim. Devant doubler les 2 acteurs, il assure quasiment la totalité de la scène à lui tout seul qui aura pris 3 mois de tournage. Le second rôle du premier film revient à Yuan Biao qui interprète le disciple Lung Fu. Acteur bien connu pour ses films de kung-fu comédie en compagnie de ses frères d'armes Sam Wong et Jackie Chan à qui il n'a rien à envier, il assure lui-même ses cascades et acrobaties dont il en est le spécialiste. Parfait pour le rôle de Lung Fu qui, dans sa quête de maître de kung-fu idéal, se retrouve souvent pourchassé après avoir engagé le combat et doit user de ses atouts d'acrobate pour échapper à ses adversaires. L'apparition de Yuan Biao dans le film contrebalance pas mal la présence de Jet Li sans bien sûr lui piquer la vedette, en donnant sa touche en plus avec des scènes de combat différentes et plus variées. La différence sera flagrante dans les autres films quand le rôle sera laissé à l'acteur Max Mox, qui ne peut pas vraiment assurer 2 scènes de combat et dont le rôle aura beaucoup moins de présence, laissant la plupart de l'action à Jet Li. Des 3 films, le deuxième a probablement les meilleurs antagonistes, entre la secte de Lotus Blanc et surtout l'officiel Gao interprété par Donnie Yen à qui on doit la série Ip Man aujourd'hui, et le seul véritable ennemi de face à Ferron. Yim la chemise de fer est l'adversaire attendu à la fin du premier film et offre bien le plus beau combat, mais sans vraiment être l'ennemi de Ferron, rôle qui revient à une bande de brigands locaux, protégés par la flotte américaine dont le commandant ne joue pas vraiment de rôle clé dans le film. L'arrivée du personnage de Pied du Diable dans le 3e film met l'eau à la bouche, avec quelques petits affrontements sans vraiment donner de grands combats en 1 contre 1 comme nous l'avaient habitué les 2 premiers films. Bref, Il était une fois en Chine a quasiment tout pour plaire. La narration, les combats et même la petite touche de romance avec la relation entre Ferron et Xiu Quan, jouée par la merveilleuse actrice Rosamund Kwan, qui évolue à chaque film et qui démontre encore une fois qu'un héros est toujours prêt à tout pour sauver sa bien-aimée. Voilà l'image de Wong Ferron telle que Tsui-hark l'a imaginée et comment on aime tous la voir, en fait tout simplement comme Jet Li le joue dans le film. Pour les habitués, il est même difficile d'imaginer un autre acteur dans ce rôle, un peu comme si on changeait Stallone dans Rocky. Il n'y a aucun doute qu'il était une fois en Chine fait partie des classiques qui marquent un peu la fin d'une époque dans l'industrie du cinéma de Hong Kong. Paradoxalement, la technique et le style mis en œuvre encore au stade d'expérimentation à l'époque aura ouvert la porte à un genre nouveau jusque-là réservé aux romans et difficile à représenter à l'écran. Je veux évidemment parler du genre wuxia, film de KPDP chinois qui associe combat et voltige et qui est devenu un genre à part entière en Asie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne.